Le sprinkler. Salut Mathieu. Salut Eric, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait d'enregistrement à travers Zoom. Ça fait différent. Il va Ouais. falloir se réhabituer, mais c'est le fun. Puis ton éclairage est nettement mieux que le mien. Mais bon, c'est les joies de ne pas être en studio avec toi. J'ai Mais un léger on est l'invité. avantage, justement. Je suis en studio. J'ai allumé toutes les lumières. Du temps qu'en avoir, je vais les utiliser. OK? J'ai même allumé le bidule en arrière ici. Créer un effet Tout est là. lumineux. Puis normalement, en studio, tu aurais pu jouer avec les caméras pour jusqu'à ce moment précis, on n'aurait pas encore vu notre invité. Mais là, je ne sais pas comment tu vas faire ton montage, mais les auditeurs voient déjà notre invité. Bienvenue Laure. Allô, là? Merci. Intéressant, heureux de te rencontrer ce soir. C'est captivant. Pareillement, moi, j'apprécie beaucoup être ici ce soir avec vous. Très, très apprécié. Et Laure va nous parler de AI ce soir. Oh, on parle d'intelligence artificielle, ça va être malade. Non. Malade. Ça va être encore plus malade que l'intelligence artificielle. On va parler de Appreciative Inquiry. Laure en français? Oui, alors il y a plusieurs façons de le formuler. Ici au Québec, on dit l'enquête appréciative. L'enquête appréciative. Inquiry, qui OK. était comme un questionnement. Donc, j'ai vu aussi questionnement appréciatif, Ouais. ou bien approche appréciative, ou bien démarche appréciative. Donc, il y en a pour tous les goûts. L'enquête, elle fait un petit peu investigation, c'est pour ça qu'on l'aime moins, Ouais. mais il n'empêche que c'est une façon de traduire le inquiry, Ouais. qui est plus riche que enquête en anglais. Oui. Inquiry, c'est la curiosité. On va C'est porteur de sens un peu plus profond en anglais, on dirait. Oui, ce mot-là, en tout cas. Les autres mots en anglais, non, mais celui-là, oui. De ton côté, quand tu approches quelqu'un, quand tu lui expliques cette approche-là, lequel terme est-ce que tu emploies? Ah, c'est une belle question. Je dirais, je fais un peu la blague que vous venez de faire, AI. Et puis là, je dis, ouais, à ne pas confondre avec Artificial Intelligence. C'est l'approche appréciative. Moi, j'aime bien le AA. Qui est full human intelligence. Oui. Ouais. Tout à fait le contraire. À l'opposé du AI classique. Artificial, tout à fait. Ouais. Oui. On va décortiquer ça ce soir. On va s'amuser à passer à travers du 5D ou le 4D, dépendamment de laquelle documentation que tu regardes. Parce qu'il y a des gens qui enlèvent définition de l'équation. Donc, mais ouais. Oui. Mais moi, je suis le newbie. Là. Vous partez dans les 4D, 5D, etc. J'apprécierais, là, s'il te plaît, que tu me fasses juste un petit résumé là, pour le nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça mange en Tu es coach agile, tu ne connais pas le AI. Il y a plein de choses que je ne connais pas en tant que coach agile, moi non plus, je ne connais pas. Figure donc. Dont le AI. Puis c'est le fun parce qu'on a l'art ce soir avec nous. Donc, j'apprécierais, si c'était possible, là, juste un petit résumé là, pour que je puisse te suivre et comprendre un petit peu mieux. Oui, absolument. Alors, appreciative inquiry, c'est deux mots. Il y a le mot appréciation et il y a le mot inquiry. Et en deux mots, c'est réellement utiliser le questionnement positif qui vient de la curiosité pour aborder une situation organisationnelle ou personnelle. Et c'est pour ça que ça devient appréciatif. Traditionnellement, on va regarder les situations sous l'angle du problème à résoudre. Et on s'est rendu compte que dans les environnements VICA, que l'on a de plus en plus, volatiles, incertains, complexes et ambigus, l'approche traditionnelle nous limite. Et pour pouvoir éveiller l'engagement, la curiosité et l'innovation, il faut recadrer. Et si on recadre, à ce moment-là, on va pouvoir parler du même problème, mais tellement différemment qu'il y a des possibilités qu'on ne voyait pas qui vont émerger. Donc, on va ouvrir les horizons. Voilà.
Donc, l'approche appréciative, elle s'appuie depuis les 20-30 dernières années, sur des recherches, notamment en psychologie positive. Et puis, elle a permis de redéfinir vraiment la transformation en entreprise, le changement. C'est une approche qu'on utilise essentiellement lorsqu'on veut transformer quelque chose dans l'organisation. Ce que j'ai vraiment apprécié, parce que c'est une habitude que j'ai dans ma pratique de coaching, c'est de laisser de côté les problèmes temporairement. Ce n'est pas des ignorer complètement, mais de les laisser de côté, puis d'essayer de découvrir les points forts d'un individu ou d'une équipe. Et de tenter de nourrir cette force-là dans l'espoir d'atrophier les différentes dysfonctions qui pourraient y exister. Est-ce que j'ai mal compris le AI ou est-ce que ça rentre, ou est-ce que c'est compatible? Non, c'est tout à fait dans cette ligne de pensée-là. En anglais, il y a une belle formulation qui est life-giving. Qu'est-ce qui donne vie à l'individu? Donc, quelles sont ses forces? Et qu'est-ce qui donne vie à l'organisation aussi? Et c'est pour ça que quand on disait tout à l'heure, oh, qu'est-ce que c'est ces 5D-là? Et puis avant d'y aller, la définition du problème et donc la définition du thème, c'est déjà là, rien que les mots, deux façons différentes d'exprimer la même chose. Dans un cas, on définit un diagnostic de problème qui a très bien fonctionné et qui va très bien fonctionner dans certaines situations. Ce qu'on dit, c'est que dans des situations de complexité, aujourd'hui, où plus que jamais les connexions humaines se révèlent être importantes pour tout changement, à ce moment-là, il faut plutôt que de définir le problème, définir le thème porteur d'avenir pour l'organisation. Donc, on travaille la même chose, mais tellement différemment qu'on arrive éventuellement à des résultats surprenants et différents. C'est intéressant parce que c'est très classique d'aborder, puis je pense que tu le mentionnais, mais d'aborder des rétrospectives ou des transitions ou des transformations, des choses comme ça par OK, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on veut changer? C'est ultra classique. Je vois ça tous les jours. Je le fais moi-même là, de façon consciente ou inconsciente, mais c'est extrêmement typique. Puis c'est intéressant l'angle que tu apportes, puis la porte que tu es en train d'ouvrir là, actuellement. Wow. Oui, c'est un changement. J'ai hâte d'en savoir plus. C'est réellement un changement de paradigme et c'est des choses qui, en fait, ne nous sont pas étrangères complètement. Je pense que lorsqu'on a une tournure d'esprit plus d'enfant, on est capable de retourner un problème en opportunité assez facilement. On va essayer. Mais notre éducation, surtout en Occident, elle tend à nous amener à raisonner de manière très analytique et du coup, on laisse de côté tout ce qui est autour. Or, c'est ce qui est autour qui va réellement nous aider à trouver l'essence même des changements. Donc, je trouve que c'est vraiment important, en effet, de revenir à un changement de paradigme. C'est qu'on avait, mais qu'on a perdu, à mon avis. Et ça se met en pratique comment? J'ai un peu discuté à positionner le AI dans une transformation d'une organisation qui est ancrée dans le contrôle, qui veut migrer vers une culture de collaboration, par exemple. Le AI c'est ponctuel, c'est opportuniste ou c'est planifié d'avance, ça dure une journée ou un an, infini. Ça se passe comment? Oui, alors il y a plusieurs sous-questions à ce que tu abordes. Je vais essayer de les détricoter un petit peu. Dans quel type de culture organisationnelle d'abord est-ce que ça peut fonctionner ou ne pas fonctionner? Je dirais que d'après mon expérience,
les dirigeants vont venir à AI, à l'approche appréciative, après s'être cassé le nez pendant des années avec des consultants de haute voltige qui ont fourni des rapports et des rapports indiquant comment régler la situation. Mathieu, non, pas de nom, s'il vous plaît, OK? Non, pas de nom. Mais il y en a. Ça peut être moi. J'ai fait ça, malheureusement. Ah oui, tu travaillais pour une des grandes firmes de consultants? Non. Même, des fois, ce n'est pas nécessairement à super haut niveau. Ça peut être moi qui arrive avec voici l'approche, comment on devrait gérer ça et tout. Puis j'ai probablement fermé les portes si je me positionne dans l'ouverture que tu nous invitais à prendre tout à l'heure. C'est peut-être pas mal en soi aussi, par contre. On ne voudrait pas non plus bâcher cette approche-là. Je pense que l'AI est une alternative à ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis, c'est pas, c'est que ça vient, c'est une alternative qui vient compléter des acquis de l'organisation, parce que l'organisation, elle est une matière vivante qui a un passé, qui a un présent, qui a un futur. Donc, il y a des tas de choses qui ont pu être faites et qui ont très bien fonctionné. L'approche appréciative vient s'intégrer dans une organisation qui se buterait le nez sur l'implantation du changement à un moment donné. Le grand cas classique qui est souvent cité, c'est celui de British Airways, qui avait, donc c'est vraiment une grosse organisation, qui avait un gros problème au niveau de la livraison des bagages à temps. Les bagages, en fait, se perdaient. Et donc, ça a entraîné toutes sortes de mécontentements, d'insatisfaction de la clientèle, et ça traînait depuis des années qu'ils n'arrivaient pas à mettre le doigt, en effet, ça revenait cher, à mettre le doigt sur comment le régler. Pourtant, il y avait beaucoup de pointage de doigts qui se faisaient, c'est tel département, c'est tel processus, c'est tel… Et puis, refaisons le design, ça ne marchait pas. Donc, le focus était sur les problèmes potentiels. Exactement, c'était vraiment… Et les causes des problèmes. Oui. J'imagine que l'ouverture des gens était un peu moins forte si on focus sur les problèmes. La personne ne veut pas avouer « je suis poche à faire telle chose ». Et puis, en effet, on rentre surtout dans ces grandes organisations dans des considérations politiques, de jeux de pouvoir, interdépartementaux. Donc, c'est énorme d'avoir à non seulement régler le problème, mais en plus les jeux de coulisses et de pouvoir qu'il y a derrière le règlement. Parce qu'évidemment, on se renvoie la balle. Et donc, ça traînait. À un moment donné, je crois que c'est le PDG a rencontré un consultant, parce qu'il y en a en approche appréciative, et cette personne-là lui a dit « Oui, mais moi, je pense qu'on pourrait faire un forum qui détermine plutôt, qui recadre plutôt la situation. » Alors, vous dites que le problème, c'est que les bagages se perdent. Est-ce qu'il y a moyen de recadrer la situation? Est-ce qu'il y a moyen, donc, une fois que la porte a été ouverte, de parler avec les parties prenantes, je ne pense pas que c'était tout le monde en même temps, mais de parler, ils ont recadré la situation en disant ce n'est pas un problème de bagage, c'est un problème de plaisir. Comment faire plaisir à nos voyageurs à leur arrivée? Quand ils arrivent à la fin de leur voyage, comment est-ce qu'on peut leur faire vraiment le plus plaisir? Qu'est-ce qui vient dans cette notion-là de satisfaction à la fin d'un voyage? Ah ben là, je me sens beaucoup moins sur la sellette, je me sens beaucoup moins attaquée, je vais pouvoir contribuer de manière assez ouverte à comment parler d'un client heureux qui reçoit. Et donc, tous les départements étaient bien d'accord pour parler de ça parce que personne n'était vraiment pointé du doigt à ce moment-là. Qu'est-ce que nous faisons déjà de bien qui rend nos voyageurs heureux? Exactement. Et donc là, la collaboration s'installe. Il suffit de penser à des gens qui se rencontreraient sur ce thème-là, qui est un thème porteur, je ne sais pas, qui se rencontraient 5-6 fois pour parler de ça, des nouvelles relations se nouent. Et c'est là que
l'approche ou la méthode devient importante. Parce qu'évidemment, on ne peut pas commencer à lancer ces discussions-là sans avoir une certaine structure de travail. Et c'est là, Mathieu, que peut-être tu es déjà... les 5D, là. Ça s'en vient, j'ai hâte de comprendre les 5D. Là, on est... J'ai vu maintenant venir, qu'on t'a expliqué le premier D, tu vas maintenant comprendre pourquoi il y en a 4 autres encore à couvrir. Mais rapidement, les 5D, c'est définition. Écoute, je vais te surprendre, OK. Mais en préparant avec la communauté agile, pas la communauté agile, mais la communauté d'approche appréciative, la conférence sur la résolution de conflits que je vais donner à la communauté agile, on est rendu à on a travaillé, j'aimerais ça, mais on a travaillé différemment. Au lieu de travailler sur le 5D, on a travaillé sur les principes. Et j'ai aimé, moi, cette approche-là parce qu'elle permet de découvrir les fondations solides sur lesquelles repose l'approche appréciative. Parce que finalement, les 5D, tout ce que c'est un cycle qui permet de passer à travers toutes les différentes caractéristiques de l'approche appréciative. Mais honnêtement, n'importe qui pourrait arriver avec une autre structure de travail et très bien réussir une démarche appréciative. Il n'y a pas qu'une seule façon. Ce qui compte le plus, en fait, c'est les principes. Alors, je me disais aujourd'hui, ce qui serait aussi important, c'est de vous faire découvrir ces principes parce que réellement, ces principes-là, c'est eux qui sont inspirants et c'est eux qui permettent de comprendre toute la profondeur et la puissance de cette approche. It's a go, comme ça. J'achète ça, j'ai le goût d'embarquer. Je vais acheter mes notes. Je me rapproche, on relève les manches, on est prêt. Alors, tu disais qu'il y avait 3 principes au AI. Eh bien là, non seulement il y en a plus que 3, mais au fur et à mesure de l'évolution de AI, ils ont beaucoup augmenté. Ils sont partis à 5 et je pense de mémoire que maintenant, il y en a au moins une dizaine, ou si ce n'est pas une douzaine. Je ne vais pas passer à travers les 12, vous en faites pas. On n'est pas loin du manifeste. Non, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Je comprends que ça ne serait pas drôle. Mais je vais vous dire les 5 qui étaient comme la grande découverte, le grand départ. Juste une petite question avant que tu entres dans les principes. Tu dis il y en avait 3 au départ, on a évolué, 5, on continue à creuser, mais est-ce qu'il y a un groupe de travail des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui sont propriétaires de l'approche appréciative ou qui sont... Qui fait ces recherches-là, font évoluer ces fameux 12 principes-là? Puis je te repasse la balle, je ne veux pas arrêter du tout la conversation sur les principes. Je veux savoir si une certification AI à 3 niveaux. On met des mots dans ma bouche que je n'ai même pas eu le temps de penser encore. Non, mais merci pour la question, elle est super, elle est très importante. Puis de toute façon, il faudra qu'on mette toutes les références dans votre, à la fin de la rencontre. Celui qui est l'initiateur il y a 25 ans de cette approche-là s'appelle David Cooper-Ryder. Et lui, c'est lui qui a développé les principes, mais très vite, c'est devenu une approche très collaborative. Donc, c'est vraiment difficile maintenant de dire qui est le grand gourou, parce que c'est une approche très démocratique, je dirais, où on essaye d'enrichir les découvertes ou les recherches les uns des autres. C'est vraiment bâtir sur ce qu'il y a. Donc, les grands noms, je dirais, et puis j'avais pris mes livres là-dessus, je vous nommerai David Cooper-Ryder, bien sûr, Diana Whitney, Jacqueline Stavros. Ça, c'est 3 grands. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle Fry, qui est très bon aussi. Ils sont tous vivants, en plus. Alors, donc, ils sont tous
très, je dirais, présent. Et donc, si vous ouvrez l'œil, vous allez certainement tomber sur une de leurs conférences, puis c'est à ne pas manquer. Là, cette fin de semaine, il y avait justement le jamming de AI qui avait l'habitude de se faire en personne et qui maintenant a dû se faire en virtuel, mais ça a très bien été. Puis tous ces gens-là étaient là. Cooper Ryder était là, et puis Fry et Stavros, etc. Donc, c'est vraiment des gens très engagés et qui abordent tous les problèmes. Les problèmes aussi bien politiques que, par exemple, en ce moment, la COVID, que organisationnels. C'est ça qui est intéressant, c'est à quel point on peut l'appliquer à beaucoup, beaucoup de choses, incluant sa vie personnelle, incluant les relations. Donc, il y a des gens qui écrivent des livres sur l'approche appréciative appliquée à la vie de famille, par exemple. Oui. Et c'est super intéressant parce que quelles questions, c'est ça la grande prémisse de base, c'est les questions que l'on pose ne sont jamais neutres. Donc, déjà, poser une question, c'est changer. Changer quelque chose dans la dynamique. Oui. Donc, c'est super intéressant de ce point de vue-là. Puis, ça m'amène au premier principe. Et je vous promets, on le passe très vite juste parce que je veux juste piquer votre curiosité pour que vous alliez le voir. Le premier, c'est le principe constructionniste. Oui. Ça veut dire qu'on construit sur ce qu'a dit l'autre. C'est un petit peu comme, moi, mon podcast, il s'appelle Oui et. Oui et. Ben, c'est ça. Tu as dit ça et moi je te dis ça. Et donc, ça veut dire que parce qu'on a échangé, à ce moment-là, je vais voir ta réalité et tu vas voir la mienne. Mais dans un premier temps, échangeons. Donc, ce principe constructionniste, je crois qu'il date de début du XXe siècle, qui était vraiment à la base de l'importance des conversations pour changer le monde, pour changer les sociétés, et puis que c'est ça à la base qui change. D'où, quand on va expliquer les 5D, la première approche, c'est la découverte. Le premier D, c'est la découverte. Et la découverte, c'est qui? La découverte de l'autre. D'où l'importance. Ça fait penser à la Ligue nationale d'improvisation. Oui. Hein? J'imagine que c'est une bonne pratique pour tous les accompagnateurs, facilitateurs qui veulent pratiquer le AI. Inscrivez-vous pendant 1 mois à une ligue d'impro. Et faites du oui et. Oui et, oui et. Mais Eric, je dirais tout facilitateur, tout Scrum Master, je crois que l'improvisation, ça peut jamais faire de mal. Ouais. Au contraire, ça donne cette flexibilité-là. Ouais. Oui. Tout à fait. Répète le construct. Oui, constructionniste. Constructionniste, ouais. De bâtir sur les propos des gens autour de nous. Exactement. Notre réalité, et la définition, c'est notre réalité est construite à partir de notre compréhension du monde et du sens que nous y accordons. D'où l'importance de comprendre l'autre. D'où l'importance. Lorsqu'on fait une activité avec ça en tête, est-ce qu'il y a des mots illégaux? C'est-à-dire, on peut pas, le mais n'est pas permis, le non n'est pas permis, donc on force les gens à utiliser le et. On ne va pas jusque-là parce qu'on ne voudrait pas, je sais pas, restreindre les gens. Là où je dirais que tu as un peu raison, là où on restreint, c'est dans la formulation des questions qu'on va poser, dans la découverte. Ouais. C'est un questionnaire, je parlais tout à l'heure de l'enquête. Eh bien oui, elles vont être formulées de manière positive. Ouais. Donc ça, c'est la seule, je dirais, contrainte, mais qui est une contrainte justement inspirante. Parce que la question, je vais la poser de manière positive. D'ailleurs, il y a un principe qui est le principe positif. On peut y passer tout de suite. Le principe positif, c'est les questions positives suscitent un changement positif. L'espoir, l'inspiration, le plaisir engendré par la création d'une vision commune de l'avenir donne l'impulsion voulue pour favoriser le changement. Donc, vous voyez comment tout s'imbrique. Je construis sur ce que dit l'autre, j'ai un échange à partir de questions qu'on va formuler de manière positive. Un exemple? Excuse-moi, Mathieu.
C'est les défis de faire des podcasts en ligne comme ça. À distance, on se voit bien. C'est pas grave. Un exemple d'un questionnement imbibé de positivisme, ça ressemble à quoi? Oui. Bien, on pourrait dire, parle-moi d'un moment où la collaboration avec l'autre département a été une expérience positive, ou parle-moi d'un moment où la collaboration était à son meilleur. Okay. Et puis ensuite, comment tu t'es senti lorsque ça s'est passé? Oui, quelle force as-tu utilisée à ce moment-là? Ouais. Ouais. Donc, c'est des questions où on ne va pas dire, parle-moi d'un moment où les choses n'allaient pas bien et pourquoi, mais parle-moi plutôt d'un moment où les choses allaient bien et pourquoi. Ouais, on est loin du failure bar. Puis corrige-moi si mon exemple s'inscrit dans le deuxième principe que tu nous mentionnes, qui est le positivisme. Tout à l'heure, tu as ouvert la porte à l'approche appréciative dans la parentalité ou des choses comme ça là, qui s'appliquent à plusieurs aspects de la vie. Puis c'est drôle parce que ça m'allume actuellement. Moi, j'ai des enfants un petit peu plus jeunes, c'est pour ça qu'on se rencontre à cette heure-là. Je le constate que dans mes échanges avec mes enfants, même à quel point ma question, quand je veux dénouer un conflit ou quelque chose comme ça, est chargée de positivisme ou de négativisme, va changer complètement leur comportement, leur réaction, avant même qu'ils répondent. Si ma question est chargée de négativisme ou même de neutralité, ça va pratiquement tout de suite les fermer, tomber sur la défensive, être difficile, etc. Puis avec les enfants, souvent, le contraste est plus facile, plus direct à voir. C'est pour ça que c'est un fichu beau laboratoire. Mais quand ma question est remplie de positivisme, c'est quand la dernière fois que tu as bien prêté tes Legos à ta sœur et que vous avez pu construire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Là, soudainement, bing, bang, boom, le conflit est réglé en 2 secondes. Et puis, je l'applique au monde du travail, c'est la même chose, mais c'est juste ton exemple de positivisme qui est venu tout de suite me chercher là-dessus. Oui, ça peut aider aussi à éviter les questions qui sont en fait des jugements. Oui. Avec le positivisme en tête, il faudrait que je le pratique, je ne le sais pas. Mais je soupçonne que ça peut éviter les questions. Parce que la plupart des questions que j'entends en mandat, ce n'est pas des questions. Es-tu sûr que tu vas faire ça comme ça? C'est pas une question, ça, là. C'est un jugement. C'est parfois un ordre, parfois un jugement, souvent entre les deux, mais pas de question. Ça dépend du niveau hiérarchique. Mais Mathieu, je trouve que tu as vraiment t'as tapé dans le mille. Parler avec des enfants, c'est le meilleur terrain de jeu pour travailler l'approche appréciative, parce que, comme je le disais au début, c'est revenir un petit peu à un état d'esprit de curiosité de l'enfant, justement. Donc, qui mieux que pour nous remettre dans cet état d'esprit, tout en nous donnant des challenges, pas à peu près, parce que ils ne sont pas faciles, les enfants. Donc, l'approche appréciative devient d'autant plus, je dirais, challengeante aussi à utiliser. On n'a pas forcément envie d'être appréciatif, mais on va le voir. Appréciatif ne veut pas dire de faire des compliments. C'est pas faire des compliments ou flatter dans le bon sens du poil. C'est apprécier des moments où l'on a bien fait et qui peuvent nous apprendre quelque chose. C'est plutôt même apprécier des moments où on peut apprendre quelque chose. C'est même pas où on a bien fait. On peut avoir mal fait. On peut s'être cassé la gueule. On peut avoir eu, je sais pas, un échec. Mais apprécier ce moment comme un moment qui nous ouvre des possibilités d'apprentissage. C'est ça l'appréciation. Donc, c'est pas du... On est proche du learn fast, là. Voilà. Ouais. Donc, là, pour juste faire le lien avec ce que vous disiez, le principe d'anticipation, c'est les systèmes humains évoluent à partir de la façon dont on se représente l'avenir. Donc, les images de l'avenir poussent à l'action. Ça veut dire que même dans les questions que l'on va poser, on va essayer de regarder vers le futur
c'est-à-dire quels seraient tes souhaits à partir de ce que tu viens de me dire, comme étant un moment de collaboration qui a bien fonctionné avec ce département, avec qui souvent vous avez des problèmes, mais là, vous n'en avez pas eu, quels seraient tes souhaits? Donc, quelles sont les images de l'avenir que tu veux amener avec toi? Parce que c'est ça qu'on va faire dans les 5D. On va amener les images de l'avenir avec nous pour pouvoir ensuite les définir en plan d'action. J'ai eu un flash de storytelling. Ouais. Oui. OK. Ouais. Ça concrétise cette image-là. Oui, c'est une activité qu'on fait régulièrement pour mieux accepter ce qui est amené dans le futur, mais c'est de le visiter. Hein? C'est de s'y rendre sous la forme de partage d'histoire. Donc, oui. Et c'est pour ça, moi, personnellement, que j'en suis venue à l'approche appréciative parce qu'elle nous connecte avec des histoires d'humains, des histoires de collègues, d'amis, de famille. Et c'est ça qui fait qu'on va s'engager dans le changement. Parce que j'ai entendu ton histoire, parce que tu as entendu la mienne, on va arriver à s'entendre alors qu'on ne s'entendait pas. Et donc, pour rebondir sur ce que tu as dit, nous, on n'a pas le principe de storytelling, mais c'est presque ça. Ça s'appelle le principe poétique. Oh. C'est beau. Il est beau. Les autres étaient cool, mais poétique, poétique, moi, c'est le plus beau. D'ailleurs, les gens, si on leur demande de travailler dessus, c'est toujours celui qu'ils veulent travailler. Parce que quoi? Il évoque quelque chose. Et ce qu'on dit, c'est que nous co-créons notre histoire. De là, l'importance de choisir avec soin ce sur quoi nous porterons notre attention. Ce sur quoi l'enquête portera. Donc, le thème. Le thème se doit d'être inspirant, poétique, positif, affirmatif. Nous sommes tous les auteurs de l'histoire de notre organisation et cette histoire commune est en évolution. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment essayer de voir toute notre situation comme une histoire porteuse. Et qui nous porte? J'ai goût de jouer le trouble fête pour quelques minutes. J'essaie d'imaginer le manager, le gestionnaire, qui est un ancien programmeur COBOL, qui est devenu maintenant gestionnaire, puis qu'on lui présente, ou on présente à l'équipe de gestion les principes. Là, on parle de poésie ou de facettes poétiques. J'essaie d'imaginer la réaction de ces gens-là. Bon, j'ai l'impression qu'ils vont dire, mais franchement, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler des vraies choses, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut parler des problèmes, s'il vous plaît? Se raconter des histoires, c'est cute, là. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Mais regarde, on va passer à des vraies choses. Est-ce que c'est le genre de réaction que tu as déjà eu? Parce que moi, je les ai eues. Oui, OK. Je vais te dire, avec les expériences positives que l'on a en travaillant en approche appréciative, on devient de plus en plus confiant. Et je dirais pas trop confiant jusqu'à être trop sûr de soi. Ouais, ou arrogant, mais c'est-à-dire qu'on ose poser la poésie comme vecteur, paramètre de changement. Et puis, je vais faire un long shot, mais moi, je fais de la poésie et je remarque que beaucoup de poètes sont aussi des scientifiques. Beaucoup de poètes sont biologistes, mathématiciens, physiciens. C'est quand même impressionnant. Donc, ça prouve à quel point il y a un maillage entre les deux et notre cerveau est fait pour faire des liens. Et tout ce qu'on dit avec ça, puis je vais te renvoyer la balle, Eric, si quelqu'un te répond comme ça, tu retournes ce même argument d'un point de vue appréciatif. Qu'est-ce qui, dans ce que tu fais aujourd'hui, a un lien, a un angle plus
poétique, plus storytelling, plus qu'est-ce qui est quelle est la métaphore? Et là, les gens comprennent que c'est pas qu'on va faire des vers, non, c'est pas ça, mais c'est qu'on va trouver comme support une façon de se raconter les choses et résoudre les choses ensemble de manière belle. En fait, c'est l'appréciation de la beauté. Si je parle des forces de caractère, une des forces de caractère, c'est l'appréciation de la beauté. C'est important, l'appréciation. Si on parle de Steve Jobs, par exemple, lui, ça faisait partie de ses forces premières, l'appréciation de la beauté, le design, la beauté, peut-être pour quelqu'un dans votre domaine, c'est la beauté de la formule, du processus. Il y a une beauté. On n'aime pas aller couper les coins ronds, tout ça, faire quelque chose de botché, là. On aime ça beau. Ben, le principe poétique, c'est ça. J'essaie de tranquillement amener une transformation du langage. Souvent, les mots utilisés dans le AI, c'est qualifié comme des soft skills. Et j'essaie de changer ce terme-là pour du foundational skills. Parce que there's nothing soft about it. C'est peut-être une des choses qu'on pourrait aborder une fois qu'on aura traversé quelques principes. Mais c'était peut-être de parler avec toi, Laure, des mythes associés au AI. Parce qu'un des mythes, c'est que c'est doux, c'est kumbaya, on parle juste des forces, tout le monde s'aime, tout le monde, c'est fantastique, on danse tout nu dans les rues. Mais c'est pas ça du tout, là. Ça peut fesser, le AI. Tout à fait. Ouais, j'adore. Écoute, il reste juste un principe, donc je veux juste le dire pour que les gens aillent le voir par la suite. C'est le principe de simultanéité. C'est un peu ce que je disais. Dès qu'on pose une question, on est en train de poser un changement, provoquer un changement. D'où, si je pose une question négative, c'est sûr que je vais provoquer un changement dans une direction. Donc, l'enquête ou la question constitue en soi une intervention. Donc, aussitôt que je pose une question, je suis en train de travailler dans une certaine direction. C'est tout. Donc, voilà. Observer le système change le système. Oui, exactement. Et qui pose cette question? Pardon? Qui pose cette question? Quelle question? Lorsqu'on pose des questions avec positivisme, avec puissance, j'ose croire. Oui. Qui pose ces questions-là? C'est n'importe qui a le droit de poser cette question-là? OK, super. Alors là, on rentre dans notre 5D. Mathieu, tu es prêt? Maintenant? Si tu voyais ma table actuellement, il y a 38 post-it, je pense, devant moi. L'histoire est en train de se construire. As-tu une question, Mathieu, avant qu'on se lance dans les 5D? Non, mais on va pas se lancer. Le fil de l'eau est passé. Vas-y, Laure, je te suis. Éric, il a amené 2 points vraiment intéressants. Le premier, c'est le langage, les mots. Oui. Et c'est tellement vrai, les mots ont une valeur. Et c'est tellement vrai que le motto qu'on pourrait donner à Appreciative Inquiry, c'est « Words create worlds ». Et c'est juste quelques lettres qui changent. Words create worlds. Dès que j'emploie un mot, je peux vraiment mettre quelqu'un dans un coin. Et si j'emploie un autre mot, je peux lui ouvrir des horizons. Donc, le langage, c'est une des choses à laquelle on fait hyper attention dans ce que tu viens de dire, la formulation des questions. Alors, la formulation des questions, elle vient dans un guide d'entretien que les consultants en AI vont écrire de pair avec un petit comité qui a volontairement choisi de travailler avec les consultants, qui vont donc formuler des questions de découverte sur le thème qui a été choisi. Donc, par exemple, le client avec qui j'ai travaillé dernièrement, c'est Logique. Il serait très content que je parle d'eux. Donc, les offices jeunesse internationale du Québec. S'il y a des jeunes entre 18 et 35 ans qui nous écoutent, allez voir leur site. C'est extraordinaire.
les possibilités qu'ils offrent à des jeunes de travailler à l'international ou dans d'autres régions du Québec quand on pouvait se déplacer, en entrepreneuriat, dans toutes sortes de projets. Et eux sont venus, ils ont des bureaux justement un peu partout, mais surtout Québec, Montréal pour ce qui est ici. Et ils voulaient plus de collaboration. Ils sentaient qu'il y avait un peu de clivage. Donc, on a bâti un questionnaire autour d'un thème appréciatif qui était « Apprécions la réalité des autres et consolidons nos acquis ». Donc, au lieu de parler de « il y a un problème ou il y a un manque de collaboration entre Montréal et Québec ou entre tel département et tel département », on a construit un questionnaire sur lequel les gens ont travaillé en dyade et ont échangé pendant juste 15 minutes chacun. Donc, c'est une demi-heure qu'ils ont pris. Une demi-heure pour apprécier la réalité de l'autre. Raconte-moi un moment où tu as travaillé en collaboration et que ça a fonctionné. Raconte-moi quand tu es arrivé dans l'organisation, pourquoi tu l'as choisi, cette organisation-là? Qu'est-ce qui t'a attiré? Donc, c'est de revenir sur des choses qui ont fait que ces gens-là étaient à leur meilleur. Mm-hmm. Donc, une personne raconte et l'autre écoute? Merci. Écoute. Oui. Écoute. Ne pose pas de questions, n'interviens pas, prends juste des notes. Ouf. Talent, ça aussi. Donc, supposons que nous deux, là, on était dans cette fameuse échange de cette demi-heure-là. J'aurais devant moi un formulaire, un questionnaire, quelque chose comme ça, sur lequel il y a les questions. Et là, je t'expliquerais, bon, j'ai choisi cette entreprise-là parce que son aspect positif dans la société, X, Y, Z, me stimulait. Donc, par exemple, c'est comme ça que ça se passerait. Puis j'imagine par la suite, une fois que j'ai terminé, tu as pris beaucoup de notes. Tu fais un peu le même exercice que moi. Puis là, je comprends que toi, tu as choisi ça parce que c'était à proximité de ta maison et que ça semblait génial, par exemple. Tout à fait. Okay. Et tout à fait. Et ce que ça permet d'obtenir, c'est l'écoute. Or, l'écoute, c'est une habileté de leadership, même de collaboration qui est suprêmement importante pour travailler ensemble. Or, on n'a pas l'habitude, on perd l'habitude d'écouter. On veut tout de suite intervenir, tout de suite donner un conseil, tout de suite donner son avis. Là, non. Pour parler. Ouais. Alors là, c'est vraiment être dans l'écoute. Et souvent, les gens, ils commencent leur journée en appréciatif avec cette écoute-là et ils la gardent après ça tout le long de la journée parce qu'ils ont eu comme un déclic que, mon Dieu, j'ai beaucoup appris sur l'autre que je ne connaissais pas. Ça fait pourtant 5 ans que je travaille avec elle. Parce qu'on met les gens en paire. Souvent, on peut leur dire, dépendant de ce qui est choisi, allez chercher quelqu'un avec qui vous n'avez pas l'habitude de parler et posez-vous ces questions-là. Ou ben, on fait des paires improbables tout à fait au hasard. Donc, ça force les gens à aller vers l'autre et ça force aussi l'écoute. C'est le flash que ça m'allume, c'est peut-être dans une démarche un peu moins profonde que du AI total, mais souvent en entreprise, on va créer des activités de café entre des personnes qu'on va tirer au hasard ou peu importe, juste pour générer du mouvement. Mais j'imagine que lors de ce café-là, si on avait dans nos mains une suggestion de questions qui peuvent supporter ça, qui auraient été bâties dans la démarche AI, ça serait super intéressant plutôt que souvent c'est très informel, puis c'est parfait le niveau d'informalisme, mais avec ces questions-là, ce serait peut-être un peu plus profond ce qui se dégagerait comme conversation, puis aller à la rencontre de l'autre, ben, si tu m'expliques pourquoi tu as choisi telle entreprise ou à quel point tu es stimulé par ton projet actuel ou peu importe, je te découvrirais fois 1000 comparativement à une discussion peut-être un peu plus superficielle. Ouais. Et pour vous encourager à les faire, ces questions-là, ça prend vraiment une fois pour avoir finalement la main pour écrire ces questions-là. Parce qu'une fois qu'on prend le coup d'écrire des questions en appréciatif, c'est pas qu'elles se ressemblent toutes, mais elles deviennent une habitude. Donc, je vous encourage vraiment à aller développer cette facilité-là
d'autant plus que finalement, le point, je dirais, tournant le plus important, c'est le choix du thème. Une fois qu'on a choisi notre thème évocateur, qui est vraiment porteur, les questions, elles viennent presque d'elles-mêmes si je me mets dans un mindset appréciatif. Voilà. Donc, très vite, parce que je sais que le temps file. C'est super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pratique. Ça a l'air comme ça, je pense, et c'est Eric qui disait, ouais, mais est-ce que c'est pas un peu trop à l'eau de rose et est-ce que les gens... Mais en réalité, c'est très pratique. C'est en fait ce que, au début, j'ai dit life-giving. Ben, c'est presque rassurant de savoir que si on veut, il y a moyen de travailler dans cette optique-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des gens qui ont un avis différent. Au contraire, l'approche essaye même de susciter les conversations où on aurait des avis différents. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va innover. Mais le cadre est safe. Le cadre me rassure. C'est ça la grande force de l'approche appréciative. Donc, le deuxième D, c'est le rêve. Une fois que dans mon questionnaire, tu m'as dit quels étaient tes souhaits, étant donné ce sur quoi on est revenu, sur le passé, sur le présent, et puis maintenant sur l'avenir, il va y avoir une grande partie de la journée, si on passe par exemple 2 jours, une grande partie va être sur la définition de propositions évocatrices, qui sont des propositions que l'on formule à travers ce qui ressort du questionnaire. D'une manière ou d'une autre, on va mettre les gens en sous-groupes de 4, par exemple, pour travailler sur des propositions qui émergent des réponses aux questions. Ces propositions évocatrices-là, elles vont toujours en relation avec le thème. Puis là, je ne les ai pas sous les yeux, les propositions évocatrices, mais à partir du thème apprécier la réalité des autres et consolider nos acquis, les gens sont arrivés avec des propositions évocatrices qui sont un peu des rêves. Brainstorm ou... En brainstorm. Donc, même si ce n'est pas possible, il n'y a pas de mauvaise réponse, on se lance. Exactement. OK. Et donc, on rêve vraiment de quoi on aurait l'air, nous, si on était capable de consolider nos acquis en appréciant le travail des uns des autres. Donc, on est en train de commencer à se dire, ouais, c'est peut-être possible de s'organiser différemment, c'est peut-être possible de se poser des questions différemment. Bref, tout cela n'est que rêve jusqu'au moment où on arrive au 3e D, qui est design. Et là, ça devient vraiment un peu votre domaine à vous, de la communauté agile. Comment je vais faire un prototype? C'est pour ça que là, les Lego, tu parlais tout à l'heure des Lego, Eric, peuvent servir. Comment je vais modéliser ma nouvelle façon de travailler pour atteindre mon objectif défini par le thème? De quoi ça va avoir l'air? Alors, quelquefois, on va le modéliser avec des Lego. Quelquefois, on va le modéliser chez Logic. Il y en a qui avaient fait un vidéo. Un vidéo, ils étaient allés dehors se promener, puis ils avaient fait une sorte de slogan publicitaire du nouveau Logic avec cette inspiration-là tirée du rêve. Donc, on met en œuvre un sorte de prototype pour que les gens plongent dans l'état même de ce rêve-là, de quoi il a l'air. Et non seulement ils le font, mais après ça, ils le présentent. Et quand ils le présentent... Ils doivent vivre ce rêve-là. Absolument, et ils doivent le partager avec les autres. J'ai vu une vidéo où une des personnes s'était déguisée en arbre. Oui. Pour représenter les racines de l'organisation. T'as écouté ça? Oui, j'ai fait une immersion. Il faut connaître Eric. Ah, Eric, t'es incroyable. Mais j'adore ça. Et il s'était déguisé en arbre pour représenter, tu dis, les racines? Les racines de l'organisation, oui. Je ne sais pas si c'était dans l'étape design, mais c'est la façon que tu l'as décrit, je suppose que c'était à cette étape-là.
Il y en a même qui vont faire des pièces de théâtre. Ouais. Il y en a qui vont utiliser de la musique. Bref, on essaye de créer, de faire appel à la créativité des gens en équipe, ce qui fait que chacun est entraîné par l'autre. Et puis, toutes ces activités-là d'échange au début, ensuite de rêver grand ensemble, ensuite de jouer, parce qu'on joue finalement lorsqu'on fait le design, nous amènent à la fin d'un cycle qui est de déployer, de aller vers notre destinée, comme tu disais tout à l'heure. Et là, les gens, on ne parle pas de plan d'action dans notre langage à nous, on parle d'engagement. Les gens vont librement décider à quoi ils s'engagent pour faire vivre la réalité qu'ils ont construite. Et le fait que ce soit les gens qui lèvent le doigt pour dire « moi, je m'engage à faire ça, moi, je m'engage à faire ça », puis ça veut dire qu'eux vont porter, c'est pas une responsabilité, mais vont porter le projet d'aller vers l'autre pour continuer le cycle. Donc, il y a un concept de responsabilisation qui s'installe versus imputabilité. Oui. Tu le mentionnais par rapport au plan d'action, c'est intéressant, j'aurais le goût de le relier avec dès le départ. Quand on parle de problème, quand dans une rétrospective classique ou des choses comme ça, on parle souvent de problème qui va découler vers un plan d'action. On dirait qu'il y a un fardeau, il y a quelqu'un qui a un poids de faire quelque chose pour corriger le problème. Je caricaturise, évidemment, c'est pas toujours si lourd que ça, mais il y a quand même une notion de poids là, ou de tâche ou de quelque chose comme ça. Avec l'approche appréciative, je viens de passer, peu importe, une journée, une demi-journée, 2 jours, à voir plus loin, rêver, commencer à le conceptualiser, commencer à le matérialiser. Mais j'ai le goût de prendre un engagement. Ce n'est plus un fardeau, ce n'est plus le « échenoute », je vais devoir à tous les jours aller, peu importe, mettre à jour tel truc, ou à tous les jours changer le process, machin. Non, c'est « hey, moi, j'ai le goût d'être là », puis parce que j'ai le goût d'être là, je suis, Éric t'a mis le mot, là, engagé, je m'en vais sur la voie de le faire, responsabilisé parce que je veux vivre mon rêve. C'est pas parce qu'il y a une tâche ou un plan d'action qui dit qu'à 8h15, il faut que je fasse ça. C'est drôle, on dirait que ça vient matérialiser. On est parti d'un aspect positif, on le vit jusque dans la responsabilisation plutôt qu'on est parti d'un aspect problématique qui se vit à travers un fardeau qu'on doit porter. On dirait que le lien se fait de bout en bout, là. Oui, puis c'est important de rappeler que l'activité du 5D n'est pas faite par un comité dans une salle fermée dans le but de l'imposer aux gens qui ont besoin de ce changement. Il y a l'échangeur et l'échangé. Voilà. L'activité est faite par des gens qui ont besoin de vivre ce changement-là. N'est-ce pas? Voilà, oui, tout à fait. Et les dirigeants, en général, assistent et participent à l'activité parce qu'ils entendent des choses qu'ils n'ont peut-être jamais entendues, mais dans une autre, formulée dans un contexte différent. Donc, c'est très, très riche, en effet, comme activité de rassembleuse. Ouais. À l'origine, les gens étaient venus me voir, logique, pour faire du team building. Alors moi, j'avais dit, ben non, je sais pas. Team building, c'est éphémère. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui reste dans la durée et qui fait que ça va être un cycle. Et ce cycle, ben, comme ça le dit, ça recommence. Et voilà. De ton expérience, un cycle a une durée de quoi? Je reviens un peu à ma question du départ. C'est une histoire de 90 minutes qu'on fait dans une rétro en Scrum, par exemple, ou est-ce que c'est un cycle, ça peut être une décennie? J'exagère, je pense. J'espère que j'exagère. On ne sait pas. Moi, je m'attends à toutes ces réponses. Décennie, ça me semble long pour... on fait du dreaming pendant 3 ans, il me semble. Non, mais si pendant 10 ans, les gens sont capables de faire vivre l'approche appréciative dans tous les projets qu'ils en ont besoin,
Ben oui, ça va durer 10 ans et tant mieux parce qu'en réalité, c'est plus comme vous avez pu le voir, un état d'esprit, c'est à la fois une philosophie, à la fois une méthode et un état d'esprit. Donc, en ce sens-là, idéalement, il faudrait que ça dure pour toujours. Donc, si c'est un état d'esprit. Donc, c'est inculqué en nous, là. C'est-à-dire qu'on, de façon quasi inconsciente, on passe de découverte à dream, à design, à deploy, sans même y penser. Oui, donc, okay, oui, oui. Donc, exactement. C'est le do versus le be. Doing agile versus being agile, c'est comme doing AI versus being AI. Got it. Exactly. Oui, tu deviens un. Donc, c'est une manière d'être plutôt qu'une manière de faire. Maintenant, un cycle, si quelqu'un veut l'utiliser pour une planification stratégique, comme je l'ai fait avec Art Souterrain, par exemple, ça a duré une demi-journée. Et c'est tout. Et puis, on n'a pas vraiment continué l'approche appréciative par la suite au sein de l'organisation. Par contre, British Airways, eux, ça a pris 2 ans au moins pour en arriver à un résultat concret par la suite. Donc, ils ont eu des réunions en forum, à travers évidemment l'international, parce que quand on commence à parler de multinationales, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sites qui doivent être travaillés de cette façon-là. Donc, vraiment, ça dépend un petit peu de l'organisation. Mais moi, je trouve que c'est de plus en plus une manière d'être que de faire. Tu viens de l'aborder un petit peu par ta réponse sur British Airways, mais je vois très bien comment ça peut se dérouler à l'échelle de, je sais pas, une gang de gestionnaires qui ont travaillé ensemble, une équipe qui a besoin qui a un désir de changement ou de transformation, des trucs comme ça. Quand on parle de mise à l'échelle, là, 200, 300, 2000, 20 000 employés, comment ça se matérialise? Comment ça se vit? Écoute, je ne peux pas te parler de mon expérience, même si je rêve d'avoir une telle expérience. Si quelqu'un m'écoute et veut, oh mon Dieu, j'adorerais ça, oui. 888, Laure AI. Il y a le numéro de téléphone là, qui va s'inscrire. Ça serait vraiment une expérience extraordinaire. Je ne l'ai pas vécu, mais il y a quand même des grandes organisations ici au Québec qui l'utilisent, l'approche appréciative. Desjardins, notamment. Je crois l'Auto-Québec l'utilise. Hydro-Québec, beaucoup. Beaucoup. Ah ouais? Font partie de la communauté. Mais pas au niveau de toute l'organisation. C'est des départements. Donc, ça n'a pas été complètement contaminé. Donc, des grandes organisations comme ça demande je pense, des consultants aguerris qui peuvent vraiment rassembler, développer finalement des outils pour que dans toutes les régions, il y ait une manière assez uniforme de faire. Et c'est là qu'on parle, après ça, il y a des forums en approche appréciative. Et ces forums-là, ils se font avec des gens, genre 200 personnes à la fois. Donc là, j'imagine que l'approche appréciative va scale, si l'on veut. Mais il y a moyen de le faire. Je sais qu'elle a aussi été utilisée aux Nations Unies. Donc, et même, je dirais que étonnamment, elle a été plus utilisée à grande échelle qu'à petite échelle, surtout au début. Et c'est que récemment qu'on a commencé à l'utiliser à plus petite échelle. Mais ça a vraiment été utilisé sous forme de forum à l'origine. Ouais, non, vraiment. C'est à explorer, c'est à essayer. Moi, je vois clairement une version micro en rétro. On passe rapido presto. Je vois un défi important au niveau écoute. De mon expérience, les gens n'écoutent pas. Donc, c'est une compétence à développer. Ce n'est pas du jour au lendemain que parce qu'on fait une activité encadrée ou encadrante, que soudainement, développeur X ou manager Y va se mettre soudainement à écouter, vraiment écouter. Ouais. C'est à développer. C'est une
c'est tellement vrai, l'écoute se perd. Et puis, il y a tellement de niveaux d'écoute, hein. Il ne faut pas oublier que les niveaux d'écoute, on peut écouter juste pour downloader de l'information. Et puis, quelquefois, c'est ça qu'il faut, parce que s'il y a une urgence, il faut juste pouvoir écouter l'important. Mais si on veut aller très loin dans l'écoute, c'est l'écoute finalement holistique, écouter vraiment plus loin que simplement ce qu'on entend. Bon, comment on apprend ça? Je suis tout à fait d'accord, mais la découverte, la partie découverte, les questionnaires, moi, si j'avais un petit pas à vous suggérer, c'est de développer un questionnaire comme ça et de faire seulement la partie découverte une fois. De l'approche appréciative avec ces gens qui peut-être sont moins habitués à écouter et de voir comment leur habileté va simplement se développer grâce à cet exercice-là. J'ai l'impression, justement, quitte à assumer que ça ne sera peut-être pas pleinement réussi comme activité, mais que ça va aider à développer l'écoute, faire cet exercice-là, quitte à ce que l'outcome, la sortie soit à la limite rien du tout, mais que le fait d'avoir un questionnaire, avoir forcé, entre guillemets, OK, je réponds aux questions, tu m'écoutes, tu m'apportes un feedback peut-être, tu notes, juste ça en soi peut être un super bel exercice pour développer cette écoute-là chez des gens qui ont moins l'occasion ou la chance de le vivre ou de le... Ça fait penser notre collègue Ellen Grove qui présente le Humble Inquiry d'Edgar Schein. Et puis, elle, au départ, elle met beaucoup d'emphase sur les 3 niveaux d'écoute. Et donc, ça demeure une compétence à développer. C'est tout à fait... Et à constamment travailler, c'est un muscle. Oui. C'est tout à fait à propos de ce que tu dis, Humble Inquirer, absolument. Et dans la même veine, il a écrit Humble Leadership, il a écrit dans la même veine. Mais tout à fait, c'est Humble Inquirer, c'est tout à fait comment on dirait, un trésor. La Bible. Ça serait fun à un moment donné de faire le comparatif entre les deux, voir où sont les atomes crochus, est-ce que c'est complémentaire, est-ce que c'est la même chose? Ça serait intéressant. En tout cas, sur le questionnement, c'est tout à fait la même chose. Oui, OK. Tu connais un peu Humble Inquiry? Oui? Je le connais à travers Coaching Ourselves, qui oui, ont un module dessus. D'ailleurs, ça serait une autre façon de le faire travailler à des gestionnaires ou des gens qui ont moins l'habitude d'écouter ou qui veulent développer ce muscle-là. Le questionnaire, Coaching Ourselves aussi ont un module là-dessus. C'est bien intéressant. Mintzberg, ça, hein? Oui. Ouais. Alors, c'est tout ce que... J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche sur l'approche appréciative. C'est certain. Je vois plein de concepts du AI que je pense qu'on applique déjà. C'est sûr qu'on ne l'applique pas de façon formelle, mais c'est sûr qu'on essaie de nourrir les forces dans les organisations, chez les individus, chez les équipes, dans la culture, dans son ensemble. Et ça me fait penser aussi à Rémi Tremblay, avec son merveilleux livre « J'ai perdu ma montre au fond du lac », où ce que lui fait, c'est... En fait, le concept, c'est là que j'ai été exposé à ce concept-là de nourrir les forces et d'ignorer les faiblesses via la conférence, le keynote de M. Tremblay à Géto il y a quelques années. J'ai fait... C'est bon, ça? J'aime ça. Puis pour être tout à fait humble, je me suis préparé moins intensément qu'Éric le connaissant, mais je réécoutais, je repassais au travers les liens que tu me donnais, Laure, etc. Puis je les ai textés. En ce moment, je travaille avec 3 coachs là, dans une grande entreprise. Puis on est actuellement un peu sur un spin négatif. On a plutôt tendance à exposer les problèmes, etc. Puis spontanément, j'ai envoyé 2 ou 3 de tes liens en disant les gars, pourrais-tu nous être utile aujourd'hui? Ça donne que dans notre série de messages textes, il y a aussi les directeurs principaux, parce qu'on se texte souvent, puis ils font partie du thread. Peut-être ça serait le fun, les boys, d'utiliser ça. Au moins, ça nous ferait peut-être voir la vie différemment. On aurait minimalement peut-être une journée plus positive. C'est assurément ça. Je l'ai fait tout à l'heure. Je me faisais couper les cheveux, puis entre
deux interventions du coiffeur, je l'ai texté. Mais c'est tout à fait applicable. Dans mon cas, demain matin. Oui. Ça sera un succès, c'est une autre question, mais c'est pourquoi pas. Et rien que pour toi, là, vous allez me perdre parce que je vais juste chercher un livre que je veux te montrer. On fait de la musique. Là, ce qui est drôle, c'est qu'on a parti la même tune, qui est un peu la tune par excellence d'ascenseur. C'était pas si original que ça, mais quand même. C'était soit ça ou du Pink Floyd version ascenseur. Celui-là, je ne sais pas si vous voyez. Change your question, change your life. Yeah. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant sur les questions à se poser aussi bien dans la vie professionnelle que la vie personnelle. Et celle-là, alors là, n'en parlons pas. C'est aussi écrit par les mêmes que je vous ai nommés. Ça, c'est une encyclopédie des questions positives, c'est ça? Positive. Positive questions. Oui. C'est incroyable. Oui, je vais ajouter les liens. Work-family balance. Service. Tiens, il parle de British Airways. Vraiment un livre, une Bible. Est-ce que, parce qu'on est souvent en discussion avec ma conjointe, puis là, on dérape du podcast totalement, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Éric, tu le couperas au montage. On dérape souvent ou on a des discussions souvent informelles avec ma conjointe, mais est-ce que, selon toi, j'achète la Bible, l'encyclopédie des questions positives, puis un petit mercredi soir, on se prend une coupe de vin, on l'ouvre, puis on joue le jeu des questions positives où je l'ouvre, je tire au hasard, pouf, question B4. On se pose la question, on échange dessus. Puis là, je fais exprès de le dire dans un contexte de couple, mais faisons-le avec coach, faisons-le entre collègues, faisons-le. Une fois qu'on développe ce muscle-là, dans le muscle de l'écoute, que de la question. Encore une fois, on est dans l'informel, mais pourquoi pas, en fait? Quelle créativité! C'est génial! C'est exactement à ça à quoi ça sert l'approche appréciative, c'est la curiosité de chercher un autre angle pour trouver des solutions. L'angle d'y aller frontal n'a pas marché. Tiens, si on jouait un jeu avec des questions, Trivial Pursuit, mais questions positives, c'est exactement ça. C'est la démonstration. Bon, ça va me coûter 2 livres encore. Oui, ça c'est... C'est un tout petit livre, mais le prochain book club, ça va être ça. Ouais. Mais alors, du coup, ça ne nous a pas donné le temps de parler de facilitation, mais on pourrait refaire un autre enregistrement plus tard. Mais tout ça, à la base, c'est facilité par oui, quelqu'un en approche appréciative, mais surtout par le groupe. C'est ça qui est passionnant. Ouais. C'est que ce n'est pas une personne qui est le sauveur, loin de là. C'est le groupe qui facilite sa dynamique. Et c'est pour ça qu'à la fin, comme tu dis, il s'engage volontairement à porter finalement le projet, à être porteur. Ils sont propriétaires de ownership de l'initiative. Ouais. Mais la facilitation, c'est de l'auto-facilitation finalement. Ils sont porteurs de l'initiative, pas parce qu'on les a obligés, mais parce qu'ils ont le goût de vivre leur rêve, parce qu'ils ont le goût d'arriver à ce qu'on s'est défini comme destination, comme prochaine étape, ou peu importe, mais ils sont portés vers ça. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui les a commis à ou qui les a obligés à. C'est passé le moment des plugs. Alors, tu vas présenter bientôt, je pense, une conférence qui se nomme Never Done Before. Est-ce juste? Oui, tu as raison. Oui. C'est un petit peu développer son muscle du courage et de la curiosité. Never Done Before, c'est un événement qui aura lieu le 20 novembre. Oui. Pendant la conférence Agile, au même moment, mais si vous avez un petit trou, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. C'est une communauté de facilitateurs qui s'est mise ensemble et qui s'est dit comment rendre le métier de facilitation, comment
comment le rendre excitant finalement, comment le faire connaître et faire des choses qui ne se sont jamais faites en facilitation, surtout en facilitation virtuelle. Oui, c'est un nouveau skill set à développer, ça. Absolument. C'est un nouveau... On apprend sur le tous les jours. Ouais. Et Zoom, version 1, version 2, version 3, version 4, c'est toujours Zoom. Donc, à un moment donné, quels sont les outils? Et Dieu sait qu'il y en a. Là, on va utiliser Rimo là, sur la conférence en ligne. Jeudi aussi, oui. Mais il y a des avatars qui existent. Donc, ce n'est pas une question de gadget, c'est plus une question de présence. Comment le facilitateur, même à distance, peut être amené à engager les gens et, par exemple, à faciliter une activité d'approche appréciative. Donc, le Never Done Before, oui, c'est le 21 novembre. Et puis, s'il y a des gens intéressés, faites-moi signe parce que j'ai des escomptes. Oh! Petit, mais un petit 10%. C'est bon. Si je veux te rejoindre, justement, pour avoir un escompte, comment est-ce que je peux faire, là? Je suis intéressé à avoir cet escompte, mais comment fais-je? J'aime le ton de voix à l'annonceur TVA. Et là, on va avoir cet escompte. C'est pour la plug. Quelle belle transition! Seamless, man. Je vais faire passer sa palette, là. Alors, moi, j'aime bien LinkedIn. Donc, si vous voulez me joindre là, c'est parfait. Sinon, j'ai un site qui est smartcoaching.ca. Et du coup, on peut m'écrire aussi à laure.co, LAURECO, @smartcoaching.ca. Voilà, avec LinkedIn, c'est sous Laure Cohen Van Delft. Je vais mettre ça, c'est une autre histoire. Oui. Voilà. Et j'aime ton nom d'écran. Oui, je l'ai noté, moi aussi. My superpower is we don't know. C'était pour une activité précédente, en fait. Mais du coup, c'est moi qui vous pose la question. Est-ce que vous en avez un superpower? Quel est-il? Ça, je sais que vous en avez, mais laquelle avez-vous envie de partager pour terminer? Premièrement, merci de ta question. C'est super intéressant. On dirait que tu as besoin d'un time, Eric, fait que je vais sauter dans le lac en premier pour te donner. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, hein, donc il connaît bien mon non-verbal. On me qualifie souvent, puis je l'assume de plus en plus. Je pense que je suis un générateur d'énergie et de regroupement, en général, tant dans une vie personnelle qu'au travail. C'est avec des forces et avec des faiblesses, mais en général, mon superpower, générer cet entrain-là, cette créativité-là, puis cette énergie-là, en général. Je pourrais juste me fier sur le feedback que j'ai reçu, d'amener les gens ailleurs, de considérer de nouvelles possibilités, que l'impossible devient évident après quelques conversations, après quelques tentatives. Moi, je suis marié à aucune idée. Que même agile, même, souvent je le dis, agile à quelque part, je m'en fous un petit peu. Je veux juste qu'on ait du fun à produire des choses tripantes pour nous-mêmes ou pour les autres. Si on s'inspire de l'agilité, c'est fantastique. Sinon, ça sera autre chose. C'est pas grave. Donc, je suis zéro marié à j'ai aucune certification. Du moins, aucune certification valide. On n'en a pas besoin nécessairement pour faire du bon travail. Moi, j'ai pu vraiment apprécier à la fois l'énergie, le côté rassembleur de Mathieu, puis Eric, vraiment tes questions qui nous portent vers autre chose, un autre angle, les possibilités, ta curiosité. Merci beaucoup. Tu es gentil, merci beaucoup. Ouais. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Oui, fin de soirée. Oui. On a utilisé notre heure et demie finalement. Bonne soirée tout le monde. Ça passe comme ça. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup à toi alors encore. Merci. Alors,